Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. On va parler aujourd'hui Bitcoin, on va parler crypto, on va parler réglementation. Parce que oui, on est en train de nous préciser que nous n'avions pas compris, l'Europe n'est pas en train de bannir les cryptos et les transactions et les wallets qui ne sont pas KYC. Nous n'avions pas compris. Heureusement qu'ils sont là pour nous préciser que, en fait, c'est tout simplement le fait de payer auprès d'un marchand avec justement ce type de wallet, mais que si on veut envoyer à notre tante Jacqueline qui est dans un autre pays entre wallets non KYC, il n'y a aucun problème. Par contre, tante Jacqueline ne pourra pas acheter auprès d'un marchand avec. Donc quel est l'intérêt? Malheureusement aucun, mais on nous dit que non, l'Europe ne bannit pas le self-custody, donc le fait de posséder soi-même sa propre crypto sans dire qui on est, donc avoir encore cette preuve d'anonymat, mais que à côté on ne pourra rien faire avec. Donc est-ce que selon vous on est dans un bannissement ou pas? C'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, la simplification de c'est banni, on ne peut pas l'utiliser, la finalité ne sert à rien, me semble tout à fait cohérente, même si en effet, légalement, on a le droit de détenir ses propres cryptos. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on continue avec les nouvelles, parce que nous avons Swift qui nous a annoncé que ils vont lancer leur propre plateforme de MNNBC. Et oui, ça revient régulièrement, c'est la monnaie numérique de banque centrale, ça revient depuis quasiment 5-6 ans, hein, d'accord, les MNNBC, et a priori, ils pensent entre 12 et 24 mois. Alors comme le dit très bien Capet, je pense qu'on sera à 5 ans, voire plus, et j'aime bien le petit commentaire vivement l'ICO, c'est quelque chose qui va prendre encore une fois beaucoup de temps, et à savoir que Swift, c'est un moyen de paiement international, en dehors de la Russie, bien évidemment, avec la confrontation qu'il y a déjà depuis un certain temps. Les éléments importants aussi en crypto qui sont assez sympas et qu'on ne voit que en crypto, c'est quand même un cadre de Binance qui était emprisonné au Nigeria pour potentiellement une évasion fiscale, qui s'est évadé tout simplement lors du ramadan, de la prière du ramadan, il s'est tout simplement barré et volatilisé, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses que l'on voit absolument nulle part ailleurs. Alors je remettrai en perspective un petit peu où c'était un petit peu chaud au Nigeria, parce que l'ensemble des cryptos était banni pendant très longtemps. Pour acheter du Bitcoin, il y avait énormément de demandes au niveau du Bitcoin, et on achetait du Bitcoin sous le manteau à 30-40% de premium, c'est-à-dire à 30-40% du prix actuel, et c'est quelque chose qui s'était calmé, l'arrivée de Binance au Nigeria avait été marquée, et sauf que depuis quelques semaines, quelques mois, en fait il y a une pression très forte du Nigeria par rapport à Binance, et donc forcément Binance est parti, et tous les cadres qui étaient à Binance ont pu s'en aller, sauf malheureusement certains. À côté, nous avons toujours une pression très forte d'Elizabeth Warren au niveau de la législation américaine, hein. La crypto c'est pour les criminels, on est toujours dans cette dynamique-là qui est plutôt classique. On rappelle qu'on est dans une phase de réglementation aux USA qui est la prolongation de la réglementation que l'on retrouve en Europe, et oui, on aura toujours ce discours-là tant qu'on n'aura pas un cadre qui sera prédéfini et que la réglementation sera statuée. À côté, nous avons nos amis de la SEC qui cherchent 2 milliards de dollars d'amende auprès de XRP et de Ripple. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, le procès, ils l'ont perdu, en tout cas partiellement. Ripple et XRP ne sont pas une securities, mais à côté, la SEC cherche à finaliser en fait tout simplement le procès, notamment la dernière partie de ce procès-là, dans lequel ils cherchent tout simplement une amende et avoir un accord de clôture et récupérer un maximum d'argent. Encore une fois, c'est le principe, hein, la SEC cherche à financer le reste de ses actions à travers des amendes très très importantes, parce que comme on l'a vu dans les différentes nouvelles, la SEC et toutes les autres agences fédérales cherchent à lever des fonds pour 2025 pour principalement des actions sur quoi? Sur la crypto-monnaie, et oui, on n'oublie pas la phase de réglementation et de régulation. On terminera sur une petite nouvelle qui va être Nilan Resource Plan. Alors si vous ne connaissez pas, c'est normal, moi non plus je ne connaissais pas, et pourtant c'est le plus gros producteur de métaux précieux en Amérique du Sud qui a annoncé vouloir acheter un peu moins de 25 000 bitcoins, soit 1,7 milliard de dollars, donc un montant très très important, qui est en même temps tout à fait cohérent par rapport à l'amélioration de la visibilité que l'on a de bitcoin à travers les différents ETF, et à travers l'intérêt qu'a bitcoin pour les investissements long terme. D'ailleurs, en parlant d'investissement long terme, quand on regarde ce qui est en train de se passer sur les flux institutionnels et sur les ETF Bitcoin, on voit que depuis quasiment une semaine, on a toujours cette diminution des inflows au niveau de BlackRock. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de cash qui rentre sur les différents ETF classiques que l'on pourra avoir. On voit qu'on est sur des montants qui sont bien inférieurs aux semaines précédentes, alors que Grayscale est toujours en train de vendre
massivement ces bitcoins, donc ce qui est plutôt classique, hein, on s'inquiète pas, on avait anticipé ça. Grayscale doit sortir une grosse partie de ses capitaux, les gens sont bloqués depuis très longtemps dans GBTC, il y a des frais de 1,5%, ce qui est énorme, et donc les gens sont en train de sortir, ils attendent d'avoir encore une poussée, je pense, de bitcoin pour avoir encore une fois plusieurs sorties, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le top et qui sont restées bloquées longtemps sur Grayscale Capital avec des frais très conséquents, et donc forcément il faut qu'ils rentabilisent, ne serait-ce que pour sortir à break-even, c'est-à-dire sans perdre d'argent. Sur la macroéconomie, très intéressant, on ne bouge absolument pas, hein. Forcément on est en train d'attendre quoi? On est en train d'attendre le PIB trimestriel, donc on passera très vite sur la macroéconomie, on va se diriger sur Bitcoin. On voit qu'on est en train de se stabiliser au-dessus des 70 000 $. On a une énorme poussée, on va revenir dans quelques instants dessus. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que cette stabilisation au-dessus de 70 000 est plutôt petite pour l'ensemble du marché, mais pourrait être signe justement d'un retracement un petit peu plus sévère que l'on pourrait avoir, être juste une prise de liquidité. Je vais vous expliquer tout ça. Avant ça, il faut juste rappeler qu'on est justement dans une clôture mensuelle qui est positive. On regarde le total market cap, qui est l'ensemble des cryptos, où on voit qu'on a eu quand même un mois qui est très positif. Il ne faut pas juste regarder les dernières semaines, oui, on a eu des semaines de rouge, mais on est dans un mois qui est très très positif, et qui est validé aussi par le Total 3 qui représente l'ensemble des cryptos en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, donc globalement les altcoins, où on voit qu'on est aussi dans cette phase d'accélération et qu'on a ravalé déjà la semaine dernière une grosse partie du retracement de Bitcoin, donc on a une surperformance des altcoins par rapport à Bitcoin d'ordre général, donc on a bien un déversement des liquidités qui est plutôt positif. D'ailleurs, si vous posez la question de comment gérer vos achats, comment gérer vos ventes et comment gérer ces phases de structure de marché qui sont relativement complexes, parce que là, nous sommes que dans la rupture de la TH et on prépare l'accélération haussière très forte après le halving, donc il faut avoir une stratégie. Vous avez tout qui est gratuit en bas en description, dans lequel vous avez un guide d'investissement qui reprend les points psychologiques, comment acheter, comment vendre, comment structurer votre stratégie. C'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et nous, on continue notre analyse avec quelque chose de beaucoup plus court terme, où on voit qu'on a bien cassé la structure de compression dont on avait parlé justement hier. Je vous disais qu'on allait avoir un retour de volatilité. La question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on allait faire un retour sur la bande basse avant d'avoir l'accélération, ou est-ce qu'on avait l'accélération directement? Je vous avais préconisé déjà dans mon setup que potentiellement on allait chercher la liquidité au-dessus assez rapidement, chose qu'on a effectuée. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on est allé chercher quoi? Ici, le retest que j'avais noté sur mi-mars, retest très important dans lequel, si on regarde un petit peu plus, hop, dans le détail, on voit qu'on a comblé une grosse partie d'imbalance qui se trouve ici, d'accord, donc très positif. Hop, si on tire le retest, on voit qu'on est allé toucher pile poil le retest, hein. On est allé vraiment retoucher l'order block ici, combler une grosse partie de l'imbalance, il reste un tout petit peu, et là, on a directement une grosse réaction baissière. Alors, ce qui est en même temps logique, parce qu'on est allé chercher quoi? Hop, ici, on est allé chercher le gros pool de liquidation qui est là. On a encore un nouveau pool de liquidation à 74 000, et la grosse question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on est dans une démarche d'une prolongation d'une tendance baissière, c'est-à-dire que là, on a eu une première jambe, on retrace, on est sur la zone de retest, pourquoi? Pour une continuité baissière, d'accord, une deuxième jambe plus forte, ou à ce moment-là, est-ce qu'on est juste sur une phase de rupture haussière, donc on va retester après les 67 000, ou à la rigueur, ici, les 66 500, 65 000, avant de repartir à la hausse? C'est la grande question qui va falloir se poser maintenant, et la réponse, on devrait l'avoir normalement cette semaine et dans les jours qui arrivent, parce que, oui, on devrait avoir ici la réponse très vite. Est-ce qu'on fait juste une réaccumulation, on casse, on se retire au-dessus et on part? À ce moment, on aura un très gros signal qui sera très bullish avant le halving. Soit on est sur une continuité baissière, et la continuité baissière, elle est assez simple, hein. On prend une extension de Fibonacci, on prend cet impact, enfin cette descente, cette impulsion baissière, on prend le retracement ici, je l'ai déjà tracé ici, et on voit que la target serait ici dans les 57 000, 58 000, 56 600, donc c'est-à-dire qu'on irait chercher toute cette liquidité-là qu'on a laissée en attente sur cette première jambe baissière, et si on regarde la temporalité, ce serait équivalent à ce qu'on connaît ici, donc sur une chute de 6 jours, et donc on serait bien avant le halving, et donc la zone de préparation avant l'accélération post-halving. Encore une fois, ça prendra du temps, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose qui était un petit peu annoncé à travers l'order flow. Déjà, hier, on le voyait bien, dans lequel on avait une augmentation du prix. Là, ce qui est intéressant de voir surtout, c'est que dans cette augmentation de prix, on a l'open interest qui est en train de monter, on a ici une contraction des top traders, enfin des top traders, excusez-moi, du ratio long-short au niveau des comptes. Ça veut dire que l'open interest qui est en train de se faire,
c'est de l'open interest de short, donc on pourrait alimenter un short squeeze, d'où l'intérêt très fort de surveiller. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ici la prise de profit qui est en train d'avoir lieu au niveau des top traders, d'accord? Donc on a bien ici une vente. Alors, est-ce qu'on est sur une vente parce qu'on a une volonté d'avoir quelque chose qui est baissier, ou est-ce que c'est une vente de couverture parce qu'on est dans une zone, ici, potentiellement de rechargement? C'est la question qu'il va falloir se poser très court terme. En tout cas, moi, je vois un funding rate qui est en train de monter, donc ça veut dire que là, oui, on a bien des personnes qui sont en train de se positionner en longue à levier, mais on a aussi quand même pas mal de personnes qui sont en train de se positionner en short à levier. Est-ce qu'on va avoir un short squeeze sur une continuité haussière? C'est la grande question qui va falloir se poser. Encore une fois, 74 000, c'est le cluster de liquidation que l'on voit ici, qui est en attente, même si on voit que on est à 73 936 exactement, si on doit être précis, avec quelques écarts. Alors, l'autre chose qui est important pour moi, actuellement, là, c'est que on a des phénomènes qui sont particuliers. Première chose, c'est que Ethereum, Bitcoin, on voit qu'on est en train de travailler le support, grosse faiblesse d'Ethereum, très fort, et clairement, on attend que Ethereum performe, parce que Ethereum, quand ça performera, on emmènera certainement le total market cap très haut, et on ira casser la TH, parce que la sous-performance d'Ethereum entraîne la sous-performance de tous les altcoins qui dépendent d'Ethereum, et il y en a quand même un paquet, c'est là où il y a quand même une grosse partie de la TVL et du market cap général. À côté, on a Solana qui se fait rejeter actuellement, quand on compare Solana Bitcoin, c'est ici la temporalité que je vous avais donnée, on voit qu'on a fait la rupture du rejet, de la résistance, pardon, donc on est en train de faire un pullback, donc là c'est plutôt positif, mais on est en train de se faire rejeter ici par cette nouvelle résistance, d'accord? On est vraiment entre les deux, alors il est possible qu'on reste comme ça avant d'avoir ici une rupture, un nouveau pullback et repartir, ça voudrait dire qu'on aurait une nouvelle surperformance de Solana. Par contre à l'inverse, si on casse ici par la partie basse et qu'on se fait rejeter encore une fois, ici ça voudrait dire qu'on a une respiration de Solana qui serait beaucoup plus importante par rapport à Bitcoin. Par contre, quand on compare ici Solana par rapport à Ethereum, on voit que on est dans quelque chose qui est encore plus important et voire même essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans une notion où on pourrait rentrer dans une hyper-performance de Solana par rapport à Ethereum, dans lequel on aurait une rupture, ici, et un pullback et une accélération haussière. Là, à ce moment-là, on a un signal très fort que Solana va prendre le pas sur Ethereum et va rattraper une grosse partie du retard. Et là, si c'est ça, on verra certainement un graphique qui fera ça, quelque chose comme ça, très très haut, avant de repartir retester par la suite. D'accord? Donc une grosse phase d'expansion pour Solana avant d'avoir Ethereum qui surperformera. Donc ça veut dire que Ethereum arrivera par la suite. Mais l'élément le plus important et le plus marquant dans ça, c'est ce qui est en train de se passer. Alors là, c'est vraiment important, il y a une réaction très étrange au niveau des alts. Et ça, c'est quelque chose depuis à peu près le 20 mars, où on voit que les courbes de l'ensemble des altcoins par rapport à Bitcoin sont relativement flat, sont relativement lisses, c'est-à-dire qu'elles continuent dans quelque chose qui est uniforme. On a une uniformité des progressions des alts par rapport à Bitcoin. Ça veut dire qu'on a un déversement normal des liquidités sur l'ensemble des alts, qui est totalement contraire et inversé par rapport à ce qu'on a pu voir dans toute cette partie-là, où on avait des choses un petit peu erratiques, des cryptos qui surperformaient l'ensemble du marché, puis après on avait un transfert de liquidité vers d'autres cryptos qui n'étaient pas forcément des small caps, et là on voit qu'on est retourné dans quelque chose qui est plutôt normal. Est-ce que ce serait la fin d'une phase d'hyper spéculation qu'on avait là, pour entrer dans une phase plutôt classique de bull market? C'est la question qu'il va falloir se poser, qu'on devra en fait valider par la suite au niveau de notre analyse, mais en tout cas moi c'est ce que j'en tire comme conclusion, et c'est plutôt positif. Ça veut dire que, en effet, qu'on ait une respiration ou pas au niveau de Bitcoin, ça importe assez peu, on a un comportement qui est plutôt structurel et qui est plutôt positif sur l'ensemble des cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, n'oubliez pas, likez, partagez la vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.